Bonjour Fabrice Arfi, merci d'être notre invité cette semaine du 4e épisode de 15 minutes média. On tenait vraiment à vous recevoir cette semaine parce que beaucoup de questions ont traversé le journalisme cette semaine, pas forcément que des bonnes nouvelles, et aussi une ombre qui plane toujours, en tout cas sur les médias, celle de l'indépendance. Et celle des milliardaires qui sont toujours là. Cette semaine, ce sont les salariés de La Croix qui ont été en grève jeudi, qui se sont mobilisés contre l'arrivée d'un dirigeant dans le groupe. Mediapart a écrit à ce sujet. On a l'impression que c'est un sujet qui revient tout le temps, cette ombre des milliardaires, cette question politique derrière et leur objectif politique. Pourtant, eh bien, elle revient toujours et les journalistes ne sont toujours pas protégés. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans ? D'abord, merci de l'invitation. Il y a évidemment un problème quand on constate que tant de décennies après la reconstruction de la France médiatique au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dont l'une des promesses, qui était l'une des promesses du Conseil national de la résistance, qui, on en entend beaucoup parler, on le cite souvent parce que c'est la sécurité sociale, le mutualisme, mais pas que. Le Conseil national de la résistance, qui a posé les bases de la France démocratique au sortir de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, avait un chapitre sur la presse et l'indépendance de la presse. Pourquoi ? Parce que dans la période d'entre-deux-guerres, la presse avait sombré dans la corruption, aux mains d'un certain nombre d'industriels, puis dans la collaboration au moment de l'épouvante nazie et de ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. Il n'est pas abusé de dire aujourd'hui que les promesses du CNR et la manière dont la France médiatique s'est reconstruite depuis, ces promesses se sont enfouies dans ce qu'on peut appeler une ultra-concentration des médias. Tout ça est documenté par un certain nombre d'économistes des médias spécialisés. Je pense par exemple à Julia Cagé. L'essentiel des médias privés appartiennent à un tout petit carteron de milliardaires. Alors, c'est très bien d'être milliardaire, il n'y a pas de racisme de l'argent, mais en fait, ils sont des capitaines d'industrie dont le cœur d'activité n'est pas l'information. C'est de vendre des armes, de faire du BTP, de la téléphonie, de la banque, enfin bon, peu importe, et dont le cœur d'activité peut entrer en contradiction avec la production d'une information libre et indépendante. Le journalisme, ça n'est pas un bien comme un autre. Voilà. Il y a un enjeu démocratique au sein du journalisme. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut que tous les journalistes soient de telle couleur politique ou de telle couleur politique. Ce n'est pas la question. Ça, c'est la liberté d'expression. La difficulté, c'est que en procédant de la sorte, on détruit un métier dont l'essence même n'est pas de produire de l'opinion, c'est de produire de l'information, de produire des faits. Et bien, cette ultra-concentration, elle est destructrice parfois de la réalité factuelle. Et quand il n'y a plus de réalité, alors le pire est possible. Mais donc le problème, c'est politique, c'est-à-dire que c'est un manque d'un soutien politique pour que ça se reproduise autant, parce que vous avez cité JDD, mais il y a eu avant, il y a eu iTélé, Marianne a failli tomber dans les mares, et c'est pas encore réglé pour Marianne, mais ça n'est pas qu'un problème, ça n'est pas qu'un problème politique, mais c'est un problème politique, notamment politique. Alors pas politique au sens partisan du terme, politique avec un grand P, politique au sens du bien commun. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas un propos idéologique que je pose là, c'est une réflexion factuelle sur comment on empêche un métier de faire son métier. Et en effet, donner un droit aux rédactions, donner un statut juridique aux rédactions, empêcher légalement, comme ça peut exister dans un certain nombre de pays, des phénomènes de concentration qui sont malsains pour la concurrence et donc la confrontation des libertés d'expression, des libertés d'informer. Et que, vous savez, moi je suis très attaché à ce que pouvait dire le fondateur du journal Le Monde, Hubert Beuve-Méry, qui d'ailleurs, quand il fonde Le Monde, c'est dans le sillage total de ce que je disais tout à l'heure sur le programme qui s'appelait Les Jours Heureux du Conseil national de la résistance. Il disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait derrière un journal, une église, une banque ou un État, et notamment des puissances étrangères. Bon, ce temps est malheureusement révolu. Donc ça veut dire qu'il faut plus que jamais mener la bataille où on est quand on est journaliste vis-à-vis des questions d'indépendance. Et donc à qui reviendrait ce rôle de clarification du statut juridique des médias, des journalistes ?
les institutions françaises font que ça revient au Parlement. C'est au Parlement de faire la loi et bien sûr et de la voter. Les pouvoirs exécutifs peuvent l'impulser, la susciter. J'ai à craindre qu'il y a des pudeurs chez certains hommes et chez certaines femmes politiques vis-à-vis des puissances de l'argent, vis-à-vis de la puissance que représente un certain nombre de ces multimillionnaires, parfois milliardaires, oligarques, qui, d'une main, contrôlent des journaux, ont un pouvoir d'influence réel, et de l'autre, ont un poids économique considérable dans la vie publique, et parfois même dans certains couloirs de la République. Quand on regarde la big picture, qu'on essaye de se mettre au-dessus de la mêlée et de regarder, la situation est hyper inquiétante, et c'est pas pour rien qu'une organisation comme Reporters sans frontières s'en est inquiétée depuis plusieurs années. Ça s'aggrave, Pep ? Oui, je crois que ça s'aggrave parce que la puissance de la propriété des médias par les milliardaires ne fait que s'augmenter, le nombre de milliardaires réduire. Donc c'est entre de moins en moins de mains, de plus en plus de médias. Donc ça ne peut être qu'une situation extrêmement alarmante quand on a à cœur de recréer de la confiance entre celles et ceux qui nous lisent et nous, journalistes. Je veux dire, on ne peut pas faire comme si on n'était pas un métier qui était source d'une énorme défiance citoyenne. C'est au-delà de la méfiance, c'est la défiance citoyenne. Je veux dire, on fait peu confiance aux politiques, on fait peu confiance aux médias. Bon, moi, je crois fondamentalement que c'est une bataille qui n'est pas vaine et que l'indépendance, c'est-à-dire de ne pas avoir de fil à la patte politique, économique ou d'autres natures, religieux ou autres, l'indépendance est la meilleure façon de créer un contrat de confiance entre les citoyens et les journaux. Après, que des journaux aient un engagement ici, un autre engagement là, ça c'est le pluralisme. Voilà, ça c'est la vie. Mais au moins qu'on se mette d'accord sur les faits et qu'on soit en capacité de produire des faits. Et dans ce monde-là, ce que provoque cette ultra-concentration, c'est de ne pas dire ce qui est et de proférer ce qui n'est pas. Ne pas dire ce qui est, c'est de ne pas donner les moyens d'avoir du temps pour en perdre, d'enquêter, de produire des faits qui intéressent le grand public parce que les faits d'intérêt général appartiennent à tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle ça l'intérêt public, ça appartient au public. Et en revanche, quand on n'a pas ça, on sature l'espace et la conversation publique avec du commentariat, de l'opinion, du blabla. Voilà, tout le monde qui a un avis sur tout et surtout un avis en permanence. Et je pense que ce règne de l'opinion est dramatique pour la conversation publique. Parce qu'avant d'avoir des idées, avant d'avoir des opinions, il nous faut du réel, il nous faut des faits. Et c'est ça le métier du journaliste, c'est de produire des faits. Dans les mains, en tout cas, des milliardaires, maintenant il y a aussi les écoles. En tout cas, l'ESJ Paris, qui est une école privée pas reconnue par la profession, est tombée dans les mains d'un consortium de milliardaires. Comment est-ce que vous interprétez justement l'intérêt croissant des investisseurs privés vis-à-vis de ces écoles ? Je crois que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand que cela, dans une longue traîne qui essaye de la bataille culturelle. On achète les journaux, on achète les télés, on achète les radios, on achète les maisons d'édition, puis on va acheter les organismes de formation de ceux qui produisent l'information. Donc cette bataille culturelle, elle est pensée avec des gens qui ont énormément de moyens, d'argent, qui consacrent du temps, qui ont des stratégies pour ça. À quelle fin ? Est-ce que c'est produire de l'information libre et indépendante susceptible d'entrer en contradiction avec leurs propres intérêts, ou alors est-ce que c'est mener des batailles idéologiques sur des fronts à la fois économiques et politiques, parfois au service même très liés d'un parti politique, les mêmes qui considèrent que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont militants. C'est marrant, c'est quand même à front renversé, il y a quelque chose d'orwellien dans ce que nous vivons, c'est-à-dire que on n'a jamais été aussi contemporain de ce que nous sommes en train de vivre. On est vraiment en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est vraiment en train de vivre
ce moment, vous savez, dans ce livre formidable d'Orwell, 1984, on dit que la guerre, c'est la paix, la force, c'est l'ignorance. Ils appellent ça la double pensée, c'est-à-dire pour montrer que tout se fait à front renversé. Le réel n'existe plus, le blanc n'est pas blanc, 2 et 2 ne font pas 4, et voilà. Et bien, c'est en train de se passer. On est en train de détruire les mots, on est en train de détruire la réalité que les mots représentent. On efface la frontière entre le vrai et le faux. Et ben, c'est dans ce gouffre-là que naissent les pires des situations. On l'a déjà connu malheureusement dans notre histoire. On le sait, tout ça a été parfaitement analysé, notamment par des grands penseurs, et je pense à une penseuse qui est Hannah Arendt, grande philosophe journaliste, grande journaliste philosophe, et c'est ce qu'elle nous expliquait. Et en fait, on n'est pas vacciné contre la récidive de l'histoire. Et donc, il faut faire attention. Et quand tout ça s'inscrit dans un monde qui est plus que cabossé, qui est meurtri. Enfin, je veux dire, nous sommes contemporains de guerre, guerre sur le territoire européen, Russie-Ukraine, tragédie absolue à Gaza, après le pogrom du 7 octobre, et un président américain qui vient d'être réélu. On sait qui il est, on sait que c'est un menteur, on sait qu'il a un programme fasciste, on sait que c'est un homme sexiste, on sait que c'est un homme raciste, on sait que c'est un homme condamné par la justice de son pays. Alors nous aussi, on en a des hommes politiques et parfois des anciens présidents condamnés par la justice. Mais en fait, tout ça nous tend un miroir. Soit on accepte de se regarder dans le miroir, soit on décide de plonger dans nos réseaux sociaux et dans nos algorithmes et nos bulles de réassurance. Alors pensez-vous que ce phénomène il s'inscrit dans une logique de contrôle de l'information, ou alors est-ce que c'est plus une question d'opportunités économiques ? Non, opportunité d'économique, je ne crois pas, parce que ça saurait si on devenait très riche dans la presse. Cela étant, l'indépendance, c'est rentable. Et le journal dans lequel vous êtes, ici à Mediapart, en est la démonstration. Nous sommes un journal qui gagne de l'argent depuis de nombreuses années, et même beaucoup d'argent. Et nous faisons la transparence chaque année sur nos comptes. Nous n'avons pas de publicité, nous n'avons pas de subventions publiques, nous n'avons pas de lien avec les GAFAM, et nous n'avons pas d'actionnaires milliardaires. Pour autant, Mediapart est un journal extrêmement rentable. Beaucoup plus rentable que la plupart des journaux, pour ne pas dire quasiment tous les journaux qui appartiennent à des grands milliardaires. Donc ce qu'ils ne cherchent, c'est pas ça. Je veux dire, regardez M. Arnault, Bernard Arnault, patron de LVMH. Je ne crois pas que les chiffres d'affaires de ces journaux que sont les Échos et le Parisien, ou de sa radio classique, soient comparables avec l'activité économique de LVMH. Donc ça n'est pas ça qu'il achète. C'est pas des puits de rentabilité. Au contraire, ça perd beaucoup d'argent, et lui, qui est, je crois, contre l'assistanat, vit beaucoup grâce à l'argent des subventions et les aides directes de l'État. Non, mais je le dis parce que ce sont des chiffres. Les aides directes de l'État, le groupe LVMH, qui appartient à l'un des hommes les plus riches du monde, l'État donne des millions et des millions d'euros d'argent public à cet homme-là. C'est quand même extravagant. Je veux dire, quelqu'un viendrait d'une planète étrangère, dirait, mais attendez, l'État, vous êtes en train de donner de l'argent à celui précisément qui n'en a pas besoin. On se dirait, mais sur quelle planète vivons-nous ? Eh bien, c'est notre réalité, ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est évidemment pas par attrait de l'argent frais et de la rentabilité que ces oligarques-là achètent des journaux. Je crois que ça a plutôt à voir avec un certain rapport avec l'influence que ça permet d'avoir en ville. Et regardez, on parlait de Bernard Arnault, il y a eu un événement cette semaine lié au procès de Bernard Squarcini, l'ancien chef du renseignement intérieur, le même qui possède des journaux à main gauche, qui se dit garant de la liberté de la presse, de l'indépendance, qu'il n'intervient pas, etc. Et le même dont le groupe a été mis en cause devant la justice, notamment via celui qui l'a employé, l'ancien chef des services secrets intérieurs de M. Sarkozy, Bernard Squarcini, pour avoir espionné et infiltré un journal qui le dérangeait. Un petit journal, un tout petit journal militant, fakir, qui appartenait à un journaliste, François Ruffin, qui est depuis devenu député. Le procès de Bernard Squarcini nous montre que... à côté de la haute société que peut représenter M. Arnault et son groupe LVMH, il y a de la basse police, que derrière le beau, le luxe, il y a du sale. Voilà. Et donc ça, c'est une réalité que précisément des journaux ont pu documenter, notamment Mediapart, qui a révélé des pans entiers de cette affaire. Et c'est vrai que nous, on est inatteignable vis-à-vis, par exemple, d'un Bernard Arnault qui ne pourra pas, par mesure de rétorsion, retirer les pubs qu'il donne à Mediapart. Pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas de pub. On parlait du réel tout à l'heure, parce que vous écrivez dans Mediapart, mais vous écrivez aussi, notamment au Seuil, votre dernier livre, donc La Troisième Vie, qui nous interroge, et c'est intéressant, sur notre rapport au réel
et donc notre rapport aussi à votre rapport en tant que journaliste à la vérité. Cette semaine, dans l'actualité, un débat est revenu, Mediapart s'en est fait écho, c'est celui de la théorie du genre, qui est revenu maintes fois décortiquer une fake news. Pourtant, c'est quelque chose qui prospère, qui a prospéré au sein de Reconquête, au sein de chez Éric Zemmour, maintenant au sein de la droite, qui a été repris par le ministre cette semaine. Ces phénomènes, justement, de bulles médiatiques, ou en tout cas de panique morale qui reviennent sans cesse, est-ce que c'est l'exemple même du fait qu'on a lâché une certaine partie du réel, des faits, que les politiques ont lâché l'affaire là-dessus, et que finalement, ce que disent les réseaux, ce que peuvent dire les réseaux, ce que peuvent ressentir les gens, prime aujourd'hui sur la vérité, les faits? En 2014, il y a un concept qui est entré dans le dictionnaire d'Oxford, qui s'appelle la post-vérité. La post-vérité, c'est l'idée selon laquelle la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Voilà, les faits ne sont plus qu'une opinion comme une autre. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui ne vous plaît pas, une vérité factuelle qui ne vous plaît pas, alors vous dites c'est une opinion avec laquelle je ne suis pas d'accord, dissident. Voilà. Et ça a été mis en pratique par Donald Trump pendant son premier mandat de président des États-Unis. Il a développé, conceptualisé avec ses conseillers et ses conseillères l'idée de réalité alternative. C'est-à-dire que quand le réel vous plaît pas, vous créez une réalité alternative, des faits alternatifs. Et vous avez cité l'expression de panique morale, de peur. On voit bien que dans une société qui est fracassée par 1000 crises, on a plein de raisons d'avoir peur. Mais la peur, c'est irrationnel. Précisément, la peur, c'est ce qui se détache de la raison. Et les journalistes, on devrait être là justement pour dire vous avez peur, pas de problème, on peut avoir peur. Tout le monde dans sa vie peut avoir peur. Évidemment, on peut avoir peur collectivement. On a été frappé par des drames inouïs. Le terrorisme islamiste qui a ensanglanté Paris, la crise écologique, la méfiance vis-à-vis de la démocratie avec des phénomènes de corruption absolument fous qu'on connaît en France et que, y compris le monde politique, a du mal à regarder. Regardez les débats qu'il y a autour du procès de Marine Le Pen qui ne supporte pas que la loi puisse s'appliquer à elle. Tout ça provoque des peurs qui peuvent être liées à des raisons personnelles, intimes, collectives, politiques. Mais la peur est mauvaise conseillère. Et donc le journalisme doit être l'antidote par rapport à ça. Et ce que vous dites sur les théories du genre ou autres, de voir que les responsables publics, qui sont quand même les garants du bien commun, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, peu importe. Vraiment, c'est pour ça. Enfin, moi, c'est pas un propos politique que je tiens là. C'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes, qui est ce qu'on appelle le bien commun. Voilà, appelons ça comme ça. C'est pour ça que ce métier m'intéresse, parce que moi, quand je publie des articles dans Mediapart, que nous faisons des révélations ici avec nos enquêtes, on s'adresse pas à des communautés, on s'adresse au grand public, au n'importe qui. Bon, et de voir que des responsables publics en fait sombrent totalement dans ce trou qui est créé par l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux, alors pour des raisons électoralistes, pour des raisons idéologiques, pour des raisons... Peu importe, c'est dramatique. C'est-à-dire que la culture commune qu'on pourrait avoir sur... Au moins, on est d'accord sur le minimum syndical factuel que 2 et 2 font 4, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous dire non, en fait, c'est pas vrai. 2 et 2, ça fait pas 4. Et autour de ce constat-là, on va faire des politiques publiques. Ça, c'est dramatique. Oui, il y a une séquence qui l'illustre particulièrement, c'est celle d'Éric Ciotti face à Patrick Cohen. Vous parlez d'antidote, mais là on voit aussi un peu une limite, c'est-à-dire que Patrick Cohen pendant 4 minutes va essayer d'asséner à Éric Ciotti que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas dans les conditions générales de vente de médias transport, voilà. Et Éric Ciotti va marteler pendant 4 minutes et il va finir l'échange par la même chose qu'il a commencé, c'est-à-dire oui mais non, mais voilà. C'est la culture du mensonge venant de gens qui pensent qu'ils appartiennent à des formations politiques qui peuvent un jour présider au destin de la nation. C'est plus qu'inquiétant. Mais oui, ça a ses limites parce que vous n'allez pas convertir un menteur ou un bonimenteur à la vérité. Très bien, mais au moins la scène existe. Et Patrick Cohen fait le job, et ô combien de manière efficace, il me semble, en dévoilant le masque du menteur, qui, pris la main dans le pot de confiture, n'a qu'une issue, aggraver son mensonge. Après, le problème, c'est que ce type de comportement politique fait qu'on demande à ceux qui soutiendraient Éric Ciotti de ne plus être dans un rapport sain à la vérité, mais d'être dans un régime de croyance. Voilà.
C'est je vous crois pas, comme si c'était des paroles religieuses ou je ne sais quoi. Et c'est pour ça que le journalisme est un muscle collectif. C'est pas un journal ici, un Patrick Cohen là ou je ne sais quoi. En fait, on a tous en commun quelque chose. Que nos rédactions pensent plutôt comme ceci, pensent plutôt comme cela. Parce qu'un fait peut être interprété de manière différente. Mais au moins qu'on soit d'accord sur le fait est un fait. Ça, c'est ça qui est en train de disparaître. Et l'exemple que vous citez avec la campagne promotionnelle pour le livre de Jordan Bardella qui a été annulé par la SNCF pour des raisons commerciales, pour des raisons légales et juridiques indiquées, pas pour des raisons idéologiques ou politiques, parce que c'est pas dans les conditions générales d'utilisation de la régie publicitaire de la SNCF. Bon, ben voilà, ça c'est un fait. Ben, la personne, c'est un moment de post-vérité pure. La personne que ce fait-là n'agrée pas dit ce fait n'existe pas. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, sauf que ça a atteint une intensité et une magnitude et surtout des caisses de résonance très impressionnantes. C'est ça les enjeux notamment d'un certain nombre de journaux qui sont tombés dans l'escarcelle de l'extrême droite. Le danger fondamental quand il est adossé aux médias, c'est la destruction des faits. C'est justement de vous dire, regardez par ici, regardez ça vient servir notre idéologie. Sauf que ça, il est faux. Voilà. Et regardez ce qui s'est passé, on l'a largement documenté à Mediapart avec le drame de Crépol. La façon dont ce fait divers a été utilisé contre la réalité factuelle pour servir une idéologie. Voilà. Alors, et en plus, on l'a d'autant démontré que la chaîne qui a le plus participé à ça, qui s'appelle CNews, les propres journalistes de CNews qui faisaient leur travail disaient à leur rédacteur en chef, à leur rédaction en chef, attention, il ne faut pas dire ça à l'antenne parce que c'est pas vérifié. Et bim, ça se retrouvait à l'antenne parce que ils en ont rien à faire de la vérité factuelle. Et ben ça c'est terrible. Et donc bien sûr que ça a existé, ça a toujours existé ça, qu'il y ait des gens pour mentir. Mais il y a de plus en plus de personnes pour écouter le mensonge et il y a de plus en plus de personnes pour lui donner une résonance absolument vertigineuse. Et c'est ça qui est très inédit dans le moment que nous vivons. Est-ce que ça veut dire que quand on est face à ce genre de personnes, en tant que journaliste, ou quand on est dans une rédaction, quand on est dans une émission, on doit se dire, écoutez, je ne peux plus ou je ne peux pas inviter une personne qui vient sur mon plateau et qui dit, est-ce que ça doit aller jusque, est-ce que notre réflexion de journaliste, elle doit aller jusque, non ? Je sais pas. Nous à Mediapart, mais on est un média privé, on ne fait pas d'interview avec l'extrême droite. Question-réponse. Non, mais c'est quelque chose. C'est la phrase célèbre qu'on on ne va pas au restaurant et on ne mange pas avec des anthropophages, quoi. Voilà, on n'organise pas des dîners de cannibales. Ça ne nous empêche pas, évidemment, de fréquenter l'extrême droite. Nous avons un journaliste, Yumni Kezouf, par exemple, au service politique, qui est chargé de l'extrême droite. Il fréquente des députés d'extrême droite, il discute avec eux, on essaye d'avoir de l'information, etc. Mais chacun fait, de ce point de vue-là, chacun fait comme il veut. Pour les médias audiovisuels publics, il y a des règles où on est tenu d'inviter un certain nombre de responsables politiques. Moi, je suis pas pour que... Je trouve ça parfaitement normal que les responsables politiques qui représentent une partie de la souveraineté populaire par le vote aient à s'exprimer à la radio, à la télé. Au contraire, je pense que dans le domaine public, ça peut être un contre-productif. Pour autant, ce qui me chagrine, c'est la façon dont le déclaratif des responsables politiques est pris pour argent comptant. Que nous, journalistes, nous, collectivement journalistes, ce qui nous importe, c'est « Ah, il a dit ceci, il a dit cela. » Très bien, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce qu'on l'a contredit parce que les faits que la rédaction a pu documenter démontrent que ce qu'il dit n'est pas exact et que il a pas voulu répondre une fois, on y revient, le droit de suite. On ne lâche pas le questionnement un peu à la britannique, quoi. On se laisse pas faire, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est cette espèce de spectacle du déclaratif qui est devenu une partie du système médiatique audiovisuel. Voilà. C'est pour ça que moi, ce que j'aime dans mon travail, ce que j'aime dans ce journal, c'est de produire des faits pour ne pas sombrer dans ce blabla et cette ivresse de parole qui fait qu'on ne sait plus où on habite au bout d'un moment. Sans prendre effectivement tout pour déclaratif, mais est-ce que, au final, quand on a quelqu'un qui a un procès,
c'est pas logique de lui dire bon bah voilà, on en parle, on fait un sujet et puis on l'invite aux 20h et il vient s'exprimer, que ce soit Marine Le Pen ou un autre homme politique. Bien sûr, c'est pas ça mon propos. Mon propos n'est pas que Marine Le Pen s'exprime. J'ai pas de problème avec ça. Mon propos, c'est l'inadéquation qu'il y a entre le désintérêt de l'affaire, qui a été d'ailleurs révélé par Mediapart en 2013, c'est-à-dire qu'on a une forme de déni collectif vis-à-vis des faits eux-mêmes, et qu'on s'intéresse à l'affaire qu'à partir du moment où Marine Le Pen décide de faire le procès de la justice par opportunité, parce que les réquisitions du parquet ne lui ont pas plu. C'est l'exemple même du déclaratif. C'est-à-dire que les faits n'intéressent pas, mais la réaction politique aux faits devient l'événement. C'est ça, moi, qui m'a surpris dans le traitement médiatique, mais pas que médiatique. Ce que ça dit profondément de cette pathologie française vis-à-vis de la délinquance en col blanc. C'est-à-dire que, et le RN de ce point de vue-là est un très bon exemple, le RN est un parti de la tolérance zéro, mais qui ne supporte pas que la loi puisse s'appliquer à son milieu. C'est-à-dire que ces gens-là, comme ils ont la puissance de la parole, ils ont les accès aux médias que aucun prévenu dans aucun procès n'a, et bien quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils peuvent, avec une prise de judo incroyable, faire croire que le problème dans ces affaires, ce sont les policiers et les magistrats. Ce sera notre dernière question. Vous avez recommandé sur Twitter il y a quelques jours un documentaire sur France 5 de Caroline Fontaine, qui est le dictionnaire amoureux du journalisme. Dedans, il pose une question qu'on avait envie de vous poser. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter le métier de journaliste? Ça m'est difficile de répondre à votre question, mais la vie est ainsi faite que voilà, les parcours, les destins, les chemins peuvent changer. Je ne sais pas si on est marié à vie avec son métier. Pour l'instant, moi, j'ai l'impression d'être le passager d'un véhicule grâce à mon métier extraordinaire qui me permet de comprendre un peu mieux le monde, voilà, de le connaître, de passer un temps infini à fréquenter beaucoup de gens et compulser beaucoup de documents pour essayer d'administrer à notre tout petit niveau des petites gouttes de faits pour aider le plus grand nombre à regarder autour de soi et de ne pas avoir un bandeau sur les yeux. Voilà. Si déjà on arrive un tout petit peu à éclairer, voilà, avec une mini lampe torche comme ça dans le débat public très obscur, voilà, vous savez, c'est la baseline du Washington Post, la démocratie meurt dans l'obscurité. Bah, si nous, avec notre lampe torche, on peut mettre un peu de lumière dans cette obscurité, mais on n'est vraiment pas les seuls. Je ne suis pas là pour dire Mediapart est au-dessus du lot, etc. Plein de gens dans plein de nos journaux font ça hyper bien, plein de radios, plein de télé, donc c'est voilà. Mais si on arrive un tout petit peu à ça, bon bah c'est bien, mais il faudrait le faire plus, vu les nappes épaisses d'obscurité qui s'abattent sur notre époque.